Dans cette vidéo, je vais vous parler des jeux de société que j'ai pu voir et tester au dernier festival du jeu de Cannes. Je me suis concentré principalement sur les jeux en avant-première, donc les jeux qui sont pas encore disponibles et qui arriveront un peu plus tard dans l'année. J'ai fait volontairement l'impasse sur certains jeux que je suis sûr d'acheter, donc j'ai voulu me garder la surprise, et c'est des jeux que je veux tester dans des bonnes conditions et pas nécessairement en festival. Donc ces jeux-là, par exemple, ça va être Ironwood, Andromeda's Edge, Toy Battle, Popcorn, le dernier chronologique, et surtout Zenith, qui arrive très bientôt, et ce sont des jeux qui étaient en démonstration où il y avait beaucoup de monde. Et je me suis dit que de toute façon j'y jouerais, donc ceux-là je les ai pas testés pour le coup, je vais pas vous en parler dans cette vidéo. Je vais pas non plus vous parler des jeux que je possède déjà et pour lesquels vous avez d'ailleurs les vidéos sur la chaîne, des jeux souvent que j'ai en version originale et qui arrivent prochainement en français. Donc c'est le cas par exemple de Lacuna, de Bricolage Heads, de Terre de Loup qui s'appelle Lone Wolves en VO, Agent Avenue, Panda Spin, Wondrous Creatures par exemple. Donc ces jeux-là c'est pareil, hein, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà joué, donc j'ai pas passé de temps dessus. Certains autres jeux que j'ai pas pu tester, et là pour le coup j'aurais aimé tester, comme par exemple les potions d'Azerland qui arrivent bientôt, le Bon, la Chèvre et le Truand, ou encore Thésaurus. Donc ceux-là, j'avais envie de les tester, mais j'ai pas eu le temps parce qu'on peut pas tout faire. J'ai passé quand même 4 jours dans le salon, et bon, mais il y a souvent la queue, il y a quand même énormément de jeux à voir et à tester, donc on peut clairement pas tout faire. Par contre, je vais vous parler de tout un tas d'autres. Donc j'en ai sélectionné une vingtaine, et sur ces 20 jeux, je les ai classés, hein, comme d'habitude, ceux qui m'ont le moins convaincu à ceux que j'ai trouvé vraiment très cool. Mais avant ça, je vais vous donner mon impression générale sur ce salon. Donc beaucoup de gens l'ont déjà dit, mais il y avait énormément de jeux pour 2 joueurs. Donc c'est la grosse tendance du moment. Je peux vous en citer en vrac, donc il y a Ironwood, Bricolage Heads dont j'ai parlé, Terre des Loups, il y a Yokohama Duel, il y a Codo Berlin 63, Leaders, Duel d'Escrocs, Azul Duel, Agent Avenue, Lacuna, Mythic Arena, Tag Team, Living Forest Duel, Chuan, Oko, enfin il y en a vraiment énormément. Donc c'est vraiment la grosse mode du moment. Et à contrario, très peu de jeux experts, ou en tout cas de nouveautés experts. Donc il y avait quelques jeux, hein, je vous dis, il y a Andromeda's Edge qui était en démonstration, Wondrous Creatures qui arrive en français. Mais pour le coup, c'est des jeux qu'on connaissait déjà, qui sont déjà sortis en VO. Là, le seul jeu que je connaissais pas, qui avait l'air un peu expert, c'est Thésaurus, qui a l'air très cool. Pour le coup, j'ai pas joué, les explications duraient 45 minutes a priori. Les parties sur la boîte, il y a marqué que ça pouvait aller jusqu'à 150 minutes. Donc clairement pas un jeu à tester en salon, je pense. Mais très curieux d'en savoir plus sur celui-là, donc je guetterai. Mais pour moi, c'était vraiment la seule nouveauté que j'ai pu repérer en jeu un peu expert, en jeu un peu costaud. Après, évidemment, j'ai pas tout vu, donc il y en a peut-être d'autres que j'ai ratés. Mais voilà, la tendance, c'est vraiment les jeux à 2 à fond, de moins en moins de jeux experts, et tout un tas d'autres choses plus ou moins familiales. Et donc, je vais vous présenter tout ça rapidement. Cette année, j'ai pensé à prendre quelques petites photos sur les stands, donc je vais me baser là-dessus pour vous montrer un petit peu les jeux et vous pitcher les jeux. Clairement, je vous ferai pas des explications détaillées, je vais surtout vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et le principe général, en sachant que c'est difficile de se faire un avis sur un salon avec une seule partie pour chaque jeu. Donc voilà, c'est vraiment un petit aperçu de ce que j'ai pu voir. Je vais commencer par 4 jeux hors catégorie qui font pas partie du coup de mon top 20, parce que voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Le premier, ce serait Time Trouble. Donc c'est un jeu coopératif à temps limité. Donc déjà, les jeux coopératifs, c'est pas vraiment mon délire à la base, donc c'est aussi pour ça que je suis un peu passé à côté. Ça va être un jeu de programmation avec un système un peu original de cartes transparentes qu'il va falloir jouer à tour de rôle pour faire avancer des petits personnages autour d'un plateau, essayer d'arriver sur les bonnes cases au bon moment pour remplir l'objectif. Donc le but du jeu, c'est d'arriver tout au bout du plateau en ayant récolté quelques petits animaux sur le passage. Voilà, j'ai pas été plus convaincu que ça. J'ai fait une petite partie à 2, ça se joue je crois jusqu'à 4. Sympathique sans plus, je pense, pour les gens qui aiment la coop peut-être, mais pas pour moi. Ensuite, j'ai testé Mythic Arena, un petit jeu de cartes à 2 joueurs. Donc là, pareil, j'ai fait une partie vraiment rapide, sans trop connaître les pouvoirs des cartes, donc avis à prendre avec des pincettes, mais pareil, c'est du déjà vu, j'ai pas trouvé de grosse originalité, donc c'est pas un jeu qui m'intéresse plus que ça. De la même façon, j'ai testé Danger, qui sort là maintenant, un petit jeu de cartes, jeu de pli avec un petit système de scoring un petit peu original, mais j'ai trouvé ça assez chaotique et difficilement contrôlable, ça m'a pas intéressé plus que ça.
Et enfin, j'ai testé Super, un jeu de super-héros, comme son nom l'indique, qui va passer par du financement participatif, donc celui-là il sortira pas tout de suite, dans lequel le but c'est d'avoir le plus de notoriété avec nos super-héros, donc gagner le plus d'abonnés. En accomplissant des missions, donc on va recruter des personnages, donc des héros sur un petit tableau devant nous, qui vont du coup interagir un petit peu les uns avec les autres, et à certains tours il faudra les envoyer en mission, donc essayer de répondre à des conditions avec ces personnages pour remplir des missions et gagner, je vous dis, des petits bonus et des abonnés. J'ai trouvé ça pas nul, hein, clairement c'est un jeu sympathique, mais rien de fou et un petit problème de rythme à mon avis. Donc voilà pour les jeux un peu secondaires que j'ai pu tester. En 20e place de mon classement, j'ai choisi le jeu Gwent, qui est en fait l'adaptation d'un jeu vidéo. Donc le Gwent, c'est un jeu de cartes qui était dans le jeu vidéo The Witcher à la base, un jeu qu'ils ont créé pour le jeu vidéo, qu'ils adaptent du coup en jeu de plateau, qui devrait sortir au mois d'août a priori. Donc ça s'y prête tout à fait bien, hein. C'est un jeu de cartes à la base qui fonctionne plutôt pas mal. Un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, dans lequel vous aurez donc un deck de cartes avec des factions asymétriques. Donc là on a joué avec des decks préconstruits. Et devant vous, vous avez un plateau, vous avez 3 lignes de déploiement, donc une ligne de front, une ligne d'archer, une ligne avec des catapultes. Et sur ce plateau, à tour de rôle, vous allez déployer des cartes. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de force au total de votre côté par rapport à votre adversaire pour gagner une manche. Et dès que vous avez gagné une seconde manche, vous remportez la partie. Donc il faut gagner 2 manches, en sachant que vous avez le même set de cartes pour gérer toute la partie. Donc il faudra bien savoir quand passer, quand s'arrêter pour être plus fort à la manche d'après. Donc tout à fait intéressant, un jeu qui fonctionne bien, avec des belles illustrations. Le seul problème, c'est que là, dans la démo qu'on a fait, on a trouvé qu'il y avait un deck qui était vraiment beaucoup plus fort que l'autre. Et en discutant avec les gens un peu autour de nous, ils étaient aussi d'accord. Donc il y a peut-être un problème d'équilibrage pour l'instant, je sais pas. Je sais pas si ça doit être corrigé ou pas, mais en tout cas, voilà, Gwent, un petit jeu de cartes sympathique pour 2 joueurs. En 19e position, je choisis le jeu Cosmolancer, qui est un jeu de Reiner Knizia. Et il y a qu'une fois la partie lancée que je me suis aperçu que c'était en fait une réédition ou une réimplémentation du jeu Kingdoms, sorti en 1994 quand même. Sauf que là, ils ont changé le thème, donc on est en gros des photographes de l'espace, on a notre petit vaisseau, et on va devoir aller prendre des photos de différentes choses. Très concrètement, c'est un jeu plutôt abstrait, un jeu de placement de tuiles, et donc vous jouez, donc ça se joue de 2 à 4 je crois. Vous avez des petits jetons appareil photo qui sont en fait des multiplicateurs de points. Donc vous avez des x1, x2, x3, x4. Et vous avez un pool de tuiles face cachée. À tour de rôle, vous allez piocher une tuile, la placer sur le plateau, et alternativement, vous allez aussi pouvoir placer vos appareils photo qui vont multiplier les points qui sont indiqués sur ces tuiles par ligne et par colonne. Tout simplement, donc on va remplir l'intégralité du plateau à tour de rôle. Et une fois que l'intégralité du plateau est remplie, on va regarder combien de points score chaque joueur en fonction de l'endroit où ils ont placé leurs appareils photo. En sachant qu'il y a des points positifs et des points négatifs, qu'il y a des petites tuiles spéciales qui vont apporter des petites variantes à tout ça. Et donc voilà, ça fait un simple jeu un peu abstrait de placement de tuiles, plutôt sympathique. Ensuite, on a testé Color Words, qui est un jeu de mots, comme son nom l'indique. Donc clairement, si vous êtes allergique à ce genre de jeu, vous pouvez passer votre chemin. Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup et j'ai trouvé celui-là plutôt malin. Vous allez tout simplement avoir une grille avec des cases de couleurs, donc dans 3 couleurs devant vous. Vous allez avoir 3 emplacements pour piocher des cartes lettres, aléatoirement. Et vous aurez aussi une petite carte bonus éventuellement à piocher à chaque manche. Le but du jeu, ça va être de marquer un maximum de points en composant des mots, en utilisant les lettres qui ont été piochées et en plaçant ces lettres sur les bonnes couleurs pour optimiser le nombre de points qu'elles vont vous rapporter. Donc chaque lettre que vous utiliserez à chaque tour vous rapportera de base 1 point, et si elle est placée, la lettre, sur la couleur correspondante à son emplacement, ce sera 2 points. Et vous pouvez créer les mots que vous voulez, remplir un maximum de cases, parce qu'à la fin il y a aussi des bonus pour celui ou celle qui auront rempli le plus de cases. Et ça va se jouer en 6 manches, donc il faudra aussi faire attention à pas se bloquer trop d'espace sur sa grille, parce qu'à chaque fois, quand vous aurez écrit votre mot, vous l'entourerez et ce sera des emplacements bloqués, et il faudra recommencer pour la seconde manche à écrire un mot en étant adjacent au mot déjà placé sur votre grille. Donc voilà, un simple petit jeu de placement de mots qui fait un peu penser au Scrabble. En plus dynamique, ça fonctionne plutôt pas mal pour ceux qui aiment ça.
On a testé aussi donc Osmosis. Donc Osmosis, c'est un jeu d'association d'idées pur et dur, dans lequel vous allez avoir un certain nombre de cartes représentant donc soit des petites illustrations, soit des mots, qui vont être placés au centre de la table. Donc c'est un jeu coopératif. Je sais plus le nombre de joueurs exactement, je l'écrirai sur la fiche. Là, le but du jeu, ça va être d'essayer de faire des associations d'idées entre ces différentes cartes, selon des critères prédéfinis, donc par des cartes qu'on va tirer au début de partie. Donc il faudra peut-être réussir à associer 2 cartes, réussir à associer 3 cartes dans un ordre bien précis, essayer d'isoler une carte bien précise parmi toutes celles qui sont au centre. Et donc on choisira collectivement quel objectif on veut résoudre, et il faudra réussir à se mettre d'accord sur la carte ou les cartes à choisir, sans communiquer directement sur ce qui est écrit sur les cartes ou sur les dessins qui sont inscrits sur les cartes. Donc c'est un peu déroutant au début, on sait pas trop ce qu'on a le droit ou pas le droit de dire, et c'est un peu le défaut du jeu, de mon point de vue en tout cas, sur la démo qu'on a pu faire. Il faut fixer des règles qui sont un peu obscures au début. Il va falloir essayer de tomber d'accord entre les joueurs sans vraiment communiquer sur quels objets vont avec quel autre, en disant moi je vois quelque chose de très évident, par exemple je vois 2 cartes qui vont parfaitement ensemble, mais on n'a pas le droit de dire quelle carte ni de parler de ce qu'il y a dessus. Donc c'est un peu bizarre, mais ça peut fonctionner, donc c'est assez original. En tout cas, je serais curieux de refaire une partie à l'occasion. Ensuite, on a testé 2 jeux à cocher, donc il en reste encore quelques-uns, la mode est passée clairement, mais il y en a de temps en temps qui sortent. Donc le premier que j'ai retenu, c'est Homestaging. C'est un jeu dans lequel il va falloir agencer votre maison, les différents meubles, les différentes pièces d'une maison ou d'un appartement. Donc là, on a fait une petite démo sur une seule pièce assez petite, ou un seul espace assez petit, donc c'est avec une zone avec des quadrillages, dans lequel il a fallu agencer 3 pièces différentes. Donc le principe, c'est que vous allez retourner un certain nombre de cartes pour chaque pièce. Dès que ces cartes sont retournées, donc il faudra les dessiner évidemment, vont prendre un certain emplacements. Il y a des emplacements qui devront rester libres, et il faudra agencer au mieux ces différents meubles et objets qui vont agencer la pièce. Une fois qu'une pièce est finie, il faudra tracer les murs qui délimitent cette pièce avant de passer à la pièce suivante, et faire la même chose, placer d'abord les meubles, puis délimiter la pièce, en ayant à chaque fois un accès vers un couloir et une sortie. Donc un peu casse-tête, un peu original pour le coup. Là on a fait un test sur une seule pièce assez petite, mais dans le livret de règles il y a plein de missions et d'objectifs différents, avec des pièces avec des étages, des murs prédéfinis. Enfin ça a l'air assez varié quand même, et ça fonctionne plutôt pas trop mal. L'autre jeu à cocher qu'on a pu tester sur le salon, c'est Daydream. Donc là, la DA est plutôt cool. Le jeu est, comme il le présente, assez chill, assez tranquille, et très modulable. Donc vous avez un espèce de plateau en 3 parties, et en fonction de ce que vous allez déplier ou pas, vous allez rajouter des petites contraintes et des petits objectifs aux règles de base. Donc nous, on a fait le test sur la partie la plus simple, on va dire, où on a juste un tiers de plateau. Et le principe global, c'est qu'on va lancer 2 dés à chaque fois, donc c'est juste 2 dés, et on va devoir rentrer les valeurs correspondantes à ces dés dans des cases pour essayer de faire des suites croissantes ou décroissantes, numérotées. Si on arrive à faire une suite parfaite sur une même ligne ou sur une même colonne, ça va nous faire gagner un certain type de bonus. Si on n'arrive pas à faire une suite parfaite, mais qu'on n'a pas deux numéros identiques dans la ligne, on a quand même des petits bonus. Si par contre on a 2 numéros identiques, dans ce cas-là on n'a rien. Le but du jeu, ça va être d'entourer certains objets en débloquant ces bonus. Donc ça, c'est vraiment le mode de base standard. Et après, il y a plein de petits modules qu'on nous a expliqués, on ne les a pas testés, mais en gros, si on déplie notre partie, il va y avoir un principe avec des constellations, où quand on va rentrer un numéro dans une case avec des étoiles, ça va nous permettre de tracer des étoiles en fonction de la valeur qui est rentrée. Un principe aussi de course pour certains objectifs, en remplissant des zones bien précises complètement de notre plateau. Plein de petits modules pour un petit jeu à cocher, assez simple finalement, mais plutôt sympathique, avec des belles illustrations. Ensuite, on a le jeu Leaders, qui est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, qui a l'air d'avoir bien marché. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir apprécié. C'est un jeu dans lequel chaque joueur va avoir donc un leader, une sorte de roi en fait, qui va avoir de part et d'autre d'un plateau une sorte d'échiquier au centre de la table. Et à chaque début de tour, donc pour les premiers tours en tout cas, vous allez recruter un personnage qui aura des capacités particulières et qui viendra se placer sur le plateau.
Le principe, ça va être d'essayer d'amener ces personnages à côté du leader adverse. Donc dès que vous aurez 2 personnages à vous à côté du leader adverse, vous remportez la partie. Ou alors si vous arrivez à bloquer complètement les déplacements du roi adverse ou du leader adverse, vous gagnez aussi la partie. Et pour ça, bien évidemment, tout l'intérêt du jeu va résider dans les petits pouvoirs et les capacités de ces différents personnages que vous allez pouvoir recruter. À chaque partie, donc, il y aura des cartes qui représentent ces personnages et qui expliquent leurs pouvoirs, qui seront tirés, et vous devrez en recruter donc un par tour, jusqu'à en avoir, je crois que c'est 5 différents, en plus de votre leader, ou 4 différents en plus de votre leader. À partir de là, les autres personnages ne seront pas en jeu et vous jouerez nécessairement avec ceux que vous aurez recrutés. Donc, il y a pas mal du coup de variabilité parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Et au final, c'est un jeu quand même plutôt abstrait, un peu thématisé, mais ça reste un jeu abstrait. Et donc assez difficile à juger sur une seule partie, c'était plutôt sympathique. Et je vous dis, ça a l'air d'avoir plu à la plupart des gens, mais faut voir sur la durée. Ensuite, on a testé le jeu Paper World, donc un jeu assez attrayant au niveau de sa boîte. Vous avez une boîte en relief avec différentes couches, donc c'était plutôt joli. Après, pour le coup, on a été un peu déçus parce que dans le jeu, on retrouve pas ce système de couches. C'est un simple jeu de cartes dans lequel on va devoir construire un tableau de cartes devant nous en empilant du coup les cartes qui sont numérotées de 1 à 5 dans différentes couleurs. Le but du jeu, c'est de réussir à faire des piles qui vont au moins, le plus haut possible en tout cas, parce que plus on monte, plus on va avoir d'étoiles. Et les étoiles, c'est les points de victoire. Donc les cartes 5, par exemple, ont 6 étoiles dessus, je crois. Les cartes 4 en ont 4, les cartes 3 en ont 2, je sais plus. Mais plus le numéro est élevé, plus il y a d'étoiles et donc de points de victoire. Pour ça, on va avoir une rivière de cartes, de tas de cartes même, qui seront mélangées et placées aléatoirement. Donc il y a différentes couleurs, comme je vous disais. Dans chaque couleur, c'est numéroté de 1 à 5. Et à son tour, on va devoir choisir parmi les cartes soit un numéro, soit une couleur, et prendre toutes les cartes visibles de ce numéro ou toutes les cartes visibles de cette couleur pour les placer devant nous dans une grille qui, au maximum, peut faire 3 cases par 3 cases. Donc on a 9 emplacements possibles. Et ces cartes, on est obligé de les placer par ordre croissant, donc en commençant par le 1 et en finissant par le 5, en sachant qu'il y a un petit système un peu malin de clés qui va permettre de sauter des numéros. Donc si vous mettez une carte face visible devant vous sur laquelle il y a un symbole de clé, vous récupérez un jeton clé qui est unique pour le jeu, donc qui sera piqué au fil du temps par les différents joueurs. Et le joueur qui a ce jeton clé peut à son tour sauter un numéro en plaçant ses cartes devant lui. Vous avez aussi la possibilité de sauter des numéros en défaussant des cartes de votre main, sachant que les cartes que vous récupérez, vous pouvez en avoir 9 au maximum, je crois, par tour. À chaque tour, vous ne pourrez pas dépasser 9 cartes en main. Et donc, quand vous défaussez des cartes, toutes les cartes défaussées, ce seront des points de victoire négatifs en fin de partie. Et je vous dis, les points de victoire positifs, ce sont les étoiles, en sachant qu'il y a aussi des petits objectifs de fin de partie, ou plutôt des objectifs en cours de partie, où dès que vous arrivez à avoir telle ou telle condition, vous remportez des petits jetons et des étoiles aussi dessus. Voilà, globalement, je vous ai expliqué un petit peu le jeu. Ça fonctionne bien, c'est un petit jeu sympathique de construction de tableaux et de gestion de main, donc pas trop mal, Paper World. On a ensuite testé le jeu Usual Crapule, qui est un jeu qui sortira plutôt en fin d'année, entre octobre et décembre, il n'y a pas encore de date bien précise. Un jeu à forte interaction, dans lequel vous allez vous faire des crasses entre joueurs, très compétitif, avec un thème assez rigolo. Donc en gros, vous êtes une bande de braqueurs qui s'est fait prendre et qui se retrouve à être jugé et qui va du coup balancer ses copains pour essayer de s'en sortir le mieux possible et d'avoir le moins d'années de prison en fin de partie. Donc pour ça, vous allez avoir aussi différents types de cartes, donc plusieurs tas de cartes dans lesquelles vous allez piocher. Et ces cartes, il y en a 2-3 types. En gros, vous avez des cartes donc preuves que vous allez pouvoir donner aux autres joueurs pour essayer de les faire inculper. Ces cartes, elles vont avoir un certain nombre d'années de prison du coup inscrits dessus, donc de 2 à 4 je crois. Dès qu'un joueur a les 3 valeurs d'années de prison, donc 2, 3 et 4, il est obligé de prendre toutes ces cartes, de les mettre en pile, et ce seront du coup des années de prison qu'il aura pour la fin de la partie. S'il a aussi autour de son plateau des cartes de même couleur, toutes les cartes des 4 couleurs qui entourent son plateau, là aussi il est obligé de récupérer toutes ces cartes et ça lui fait des points négatifs en fin de partie. Et le principe, c'est que c'est un jeu très interactif, donc à partir du moment où vous allez mettre une carte chez un adversaire, il aura la possibilité de répliquer avec soit une carte de même valeur, soit une carte de même couleur, pour vous envoyer aussi des preuves dans les dents. Et du coup, on fait un petit jeu de ping-pong comme ça, assez direct, assez méchant. Et c'est plutôt rigolo. Vous avez aussi des cartes qui vont vous permettre de contrer ça, donc des cartes jurées. Vous avez des cartes d'objectifs de fin de partie,
d'objectifs plutôt négatifs. Donc on vous dit en gros, le joueur qui aura le plus de cartes preuves de valeur 4 va prendre 8 ans de plus. Et donc ces cartes-là, il y en a qui sont jouées face ouverte, d'autres qui sont face cachée, elles seront dévoilées en fin de partie. Et donc on va jouer un petit peu là-dessus pour essayer d'embêter le plus possible ses adversaires. Globalement, voilà, c'est un peu ça, je vais pas rentrer un peu plus dans les détails, et c'était plutôt sympathique, vraiment un bon petit jeu d'enfoiré assez rigolo. Tic Tac Top, c'est un jeu d'association d'idées et d'ambiance qui fait un peu penser à Unanimo pour ceux qui connaissent. Un jeu dans lequel vous allez avoir tout un tas de cartes avec des tops prédéfinis. Par exemple, les personnages Disney préférés ou les super-héros les plus forts ou les méchants les plus connus. Ce genre de choses. À chaque fois, vous aurez 12 éléments prédéfinis. Et le principe, c'est qu'un joueur va prendre une de ces cartes et va devoir faire son propre top parmi tous les éléments qui sont présents sur la carte. Donc on définit en début de partie si on veut faire un top propre à chaque personne. Donc par exemple pour les personnages Disney préférés, est-ce que ça doit être les personnages Disney préférés du joueur, ou si on veut jouer de manière générale, donc définir les personnages préférés de Disney de manière générale de ce qu'on pense être ceux que les gens préfèrent le plus. Donc ça il faut le définir en début de partie, et ensuite je vous dis, le joueur qui a la carte va devoir écrire le top 7 parmi les 12 propositions de la carte. Et évidemment du meilleur au plus faible. Et pendant ce temps, les autres joueurs vont avoir une sorte de grille de morpion, donc de 3 cases par 3 cases devant eux, dans laquelle ils vont essayer de deviner ce que le joueur est en train d'écrire, donc les 7 choses que l'autre joueur est en train d'écrire. Et leur but, ça va être d'essayer de faire des lignes, des colonnes, donc des lignes ou des diagonales, pour marquer un maximum de points. Donc le premier qui aura une ligne complète, comme au bingo en fait, aura un bonus, et après chaque ligne remplie fera marquer des points. Et de l'autre côté, le joueur qui aura rempli sa grille aura aussi des points bonus en fonction du nombre de lignes faites par les autres joueurs. Donc voilà, je vous passe le détail du décompte des points, mais le principe c'est ça, on écrit 7 éléments, les autres joueurs vont essayer de deviner ce que vous avez écrit. Donc c'est du déjà vu, mais ça fonctionne, c'est plutôt pas mal. Code Oberlin 63, c'est encore un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, et ça va être là un jeu vraiment basé sur le bluff. Donc vous allez avoir un plateau avec des cases devant vous, vous vous mettrez de part et d'autre, et vous aurez chacun un lot de 8 personnages, exactement les mêmes personnages de part et d'autre, donc les rouges contre les bleus. Et chacun de ces personnages va avoir une petite capacité, un petit pouvoir. Vous allez au début de la partie tirer au sort un chef parmi ces personnages. Donc chaque joueur aura un chef différent puisqu'il y a 8 cartes qui correspondent aux 8 personnages. Le but du jeu, ça va être de réussir à capturer ce chef, le chef adverse en tout cas, ou de faire en sorte que ce soit le dernier personnage présent sur le plateau pour gagner la partie. Pour ça, en début de partie, du coup, vous allez déployer, je crois, 5 personnages parmi les 8 sur la première ligne de votre côté du plateau. Ces personnages-là, donc, sont visibles que par vous-même, que par le joueur. On voit pas les personnages adverses. Et à tour de rôle, du coup, vous allez pouvoir déplacer ces personnages, a priori de base d'une case, orthogonalement. Et avant ou après ce déplacement, vous allez pouvoir activer la capacité de ce personnage. Et cette capacité-là, vous allez annoncer à votre adversaire, voilà, ce personnage que je veux déplacer, c'est un tel. Du coup, j'active son pouvoir. Sauf que l'adversaire ne sait pas si c'est vraiment lui, et vous pouvez bluffer. Et c'est tout l'intérêt du jeu. Et donc, on peut vous défier, vous dire, non, je suis sûr que c'est pas ce personnage-là que tu es en train de déplacer. Prouve-moi-le. Dans ce cas-là, on est obligé de dévoiler le personnage. Si on avait raison, l'adversaire qui nous a défié va perdre un personnage parmi ceux qui sont pas sur le plateau, et donc un point de vie en fait. Et en plus, on peut activer le pouvoir du personnage. Si par contre, il nous défie et qu'effectivement on l'avait bluffé et que c'était faux, dans ce cas-là, ce serait nous qui perdrions un personnage donc parmi ceux de notre côté, et donc un point de vie, et on n'activerait pas le pouvoir. Et évidemment, quand on a montré un personnage, on a la possibilité ensuite d'échanger de personnages pour brouiller un petit peu les pistes. Et les pouvoirs des personnages, sont tout à fait bien étudiés pour justement jouer là-dessus. Vous allez avoir des personnages qui vont vous permettre d'échanger justement des personnages de votre côté. Vous allez avoir des personnages qui vont permettre de se déplacer de 2 cases au lieu d'une, des personnages qui se déplacent en diagonale, un personnage qui, s'il est capturé, va exploser et tuer tous les personnages qui sont tout autour, en sachant que à chaque fois que vous amenez un personnage à vous sur un autre personnage adverse, on le capture et on le dévoile.
Donc voilà, je vous passe le détail des différents pouvoirs, mais c'est quand même plutôt bien étudié, plutôt malin, et ça fonctionne, mais il faut vraiment aimer bluffer, savoir un petit peu mentir et jouer là-dessus. Donc voilà, ça crée de la tension, et c'est plutôt intéressant comme système. Duel d'escroc, c'est encore un jeu pour 2 joueurs, un petit jeu de cartes assez minimaliste, mais plutôt sympathique, dans lequel vous allez vous affronter en essayant de faire des combinaisons de poker qui vont vous rapporter des pièces. Donc il faut avoir un certain nombre de pièces pour gagner la partie, je crois que c'est 20 pièces. Dès qu'un joueur arrive ou dépasse 20 pièces, il gagne la partie. Pour ça, vous allez avoir en début de partie un personnage principal, et vous allez recruter des petits acolytes, des petits personnages qui auront des petites capacités, donc vous en aurez 3 je crois pour chaque partie, qui seront draftés en début de partie il me semble. Et ensuite vous aurez des cartes numérotées, donc des cartes de différents objets à récupérer. Ces cartes-là, à chaque tour, un joueur va en piocher 5 et va devoir les répartir, donc c'est le principe de I split you choose. Faire un tas avec une ou 2 cartes et un autre tas avec le reste, en sachant que parmi ces cartes, il y en aura une qui sera mise face cachée. Et l'adversaire va devoir choisir un de ces 2 tas pour récupérer toutes les cartes de son côté et collectionner ces différentes cartes. Et une fois qu'on a fait ça, évidemment, le joueur qui a partagé récupère l'autre tas. Et on va avoir ensuite la possibilité, tous en même temps, de vendre ces cartes avec un principe de combinaison de poker pour apporter plus ou moins de pièces. Donc si vous vendez par exemple 4 cartes de même valeur, vous gagnerez 10 pièces. Si vous arrivez à faire une suite numérotée de 5 cartes de même couleur, vous gagnerez 15 pièces. Et vous avez toutes les combinaisons de toute façon qui sont écrites sur votre carte personnage. Le but c'est d'arriver, je vous disais, à dépasser un certain nombre de pièces, donc je crois que c'est 20 pièces. Et d'être le premier à le faire pour gagner la partie, donc c'est assez simple, assez basique, mais ça fonctionne plutôt bien, et je trouvais ça plutôt sympathique, avec des illustrations plutôt rigolotes. Les Jardins Suspendus, c'est un jeu de construction de tableaux, de construction de tuiles plus précisément, dans lequel vous allez devoir faire une sorte de pyramide avec 5 tuiles en bas, 4 tuiles au milieu, 3 tuiles en haut, et vous avez un principe du coup de récupération de tuiles qui va nécessiter de la pose d'ouvriers, donc vous aurez 3 ouvriers à chacun au début de la partie, que vous allez placer sur un plateau principal. Par colonne, vous aurez un certain nombre de tuiles à récupérer qui vont vous coûter plus ou moins d'outils. Vous aurez aussi la possibilité d'acheter des petites tuiles spéciales d'aménagement, de remplir des objectifs pour la fin de la partie, et évidemment toutes ces tuiles-là, il va falloir les positionner au mieux en respectant des conditions. Vous aurez un petit une sorte de blueprint de départ où il va vous falloir respecter des conditions pour les tuiles qui ont des canaux et celles qui n'en ont pas. Et après, les tuiles, il y en a de différentes sortes. Vous avez des tuiles avec des fleurs dessus, vous aurez un système de scoring sur ces fleurs à la fin de la partie. Des tuiles avec des personnages qui vont vous donner des points de victoire supplémentaires en fonction des conditions qui sont inscrites dessus. Des tuiles avec des animaux qui vous feront scorer en fonction de l'étage sur lequel ils sont. Des tuiles avec des arbres qui vous feront plus ou moins de points par arbre adjacent sur votre tableau à la fin de la partie. Tout un tas de façons différentes de marquer des points de victoire, donc rien de très innovant, rien de très nouveau, mais ça fonctionne très bien et c'est plutôt joli, donc un jeu sympathique. Les Derniers Droïdes, c'est un petit jeu de collection de cartes et de gestion de ressources, plutôt efficace, donc ça se joue, je crois, de 1 à 4 joueurs, et en fonction du nombre de joueurs, ça va se jouer différemment. Donc si vous jouez à 4 joueurs, vous jouerez en équipe, à 2 contre 2, et c'est plutôt intéressant parce que vous allez pouvoir, les cartes en fait, vous allez les piocher, vous allez devoir les répartir entre les joueurs, et quand vous jouez à 4, vous devrez répartir les cartes de temps en temps avec votre coéquipier, donc vous pourrez discuter et vous arranger entre vous, et de temps en temps avec vos adversaires, et dans ce cas-là, il faudra essayer d'éviter de laisser les bonnes cartes aux adversaires. Et ce sera, quand on joue à 4, évidemment, le joueur avec le moins de points dans chacune des équipes qui sera comparé pour déterminer le vainqueur. Donc les illustrations sont plutôt sympas, avec des petits droïdes, des petits robots, tous à peu près différents, je crois. Donc ils sont de différentes couleurs, ils ont des spécialités. Certains vont permettre de gagner des ressources plus facilement, d'autres vont permettre d'augmenter notre zone de stockage de ressources, certains font juste marquer pas mal de points, certains font scorer avec les cartes qui seront mises en défausse. Donc il y a pas mal de façons différentes de marquer des points, assez interactives. Si vous jouez pas à 4, dans ce cas-là, ce sera chacun pour soi, et on a ce même principe donc de piocher des cartes et de devoir les attribuer aux autres joueurs, donc il faudra faire attention à ce qu'on fait. Et voilà, encore un jeu qui n'invente pas grand-chose, mais qui fonctionne très très bien et que j'ai trouvé vraiment très sympathique.
Happy Mochi, c'est un petit jeu de défausse, plutôt efficace, plutôt une bonne surprise dans le genre, clairement un peu plus sympa je trouve que Odin par exemple. Dans ce jeu-là, vous allez avoir donc une main de cartes en début de partie, des cartes numérotées de différentes couleurs, donc tout ça c'est classique avec des petits mochi dessus, donc les petits desserts japonais, plutôt rigolo. Vous aurez 7 cartes en début de partie, et vous en mettrez 2 faces visibles au centre de la table, qui vont composer du coup un numéro. Et le principe, en tout cas en début de partie, ça va être de jouer des cartes de valeur supérieure, en sachant que les cartes, vous ne pouvez pas les réorganiser dans votre main. Donc vous devrez les jouer 2 par 2, en les prenant côte à côte dans votre main, et en faisant en sorte que les numéros soient plus forts que ce qui est au centre de la table au début. Donc vous jouez à tour de rôle comme ça, et les petites subtilités, c'est qu'il y a quelques petits pouvoirs qui vont venir influencer un peu le jeu, donc notamment si vous jouez 2 cartes de même couleur, vous obligez les autres joueurs à jouer eux aussi des cartes de même couleur, ce qui va les contraindre un petit peu. Il y a des pouvoirs qui vont vous permettre de changer un peu le sens du jeu, c'est-à-dire au lieu de devoir jouer des cartes plus fortes, vous devrez jouer des cartes moins fortes. Des cartes qui vont vous obliger à piocher, d'autres qui vont vous permettre de défausser, d'autres qui vont vous permettre de faire passer les cartes aux différents voisins autour de la table. Et vous avez la possibilité de jouer des cartes de valeur identique pour casser toutes les règles du jeu, c'est-à-dire ce serait l'équivalent d'un joker que vous pouvez jouer n'importe quand, n'importe comment. Et tout ça fait que il y a pas mal de possibilités, de stratégies, et ça en fait un jeu de défausse tout à fait intéressant. Ensuite, on a pu tester Tag Team, un jeu encore d'affrontement pour 2 joueurs, un petit peu original pour le coup, qui sortira que vers le mois de novembre cette année. Dans lequel vous allez trouver du coup différents types de personnages. Donc je crois que dans la boîte finale il y en aura une douzaine, je sais plus exactement combien on m'a dit. En début de partie, il va falloir composer des équipes de 2, donc chacun jouera avec 2 personnages qui sont tous très asymétriques, tous assez différents, avec des capacités et des pouvoirs différents. Chaque personnage vient avec son deck de cartes, donc une dizaine de cartes par personnage, que vous allez mélanger en début de partie, mettre de côté. Et vous allez commencer avec, je crois, 2 cartes de départ, une carte de départ pour chaque personnage, que vous mettrez en pioche devant vous. Et vous dévoilerez, le principe du jeu, c'est qu'à chaque tour, vous allez dévoiler une carte de votre deck, et appliquer tout simplement l'effet qui est marqué dessus. Donc ça peut être des attaques, ça peut être de la défense, ça peut être des petits pouvoirs particuliers, des capacités spéciales, donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est assez varié. Et une fois que vous avez fini de dépiler votre deck, donc qui au début n'est composé que de 2 cartes, vous allez piocher des cartes dans le reste du deck et choisir une carte à rajouter dans ce deck de départ, et vous pourrez la rajouter à l'endroit que vous voulez, sachant que vous ne remélangerez jamais le deck. Donc il y aura un ordre de sortie et un ordre d'ajout de cartes qui va créer un petit peu de stratégie, parce que à force on saura les cartes qu'il y a dans les decks de chaque joueur, mais on saura pas quand les cartes vont sortir, et donc si on veut se protéger d'une carte attaque, il va falloir essayer d'anticiper, de savoir à quel moment on rajoute et à quel endroit on rajoute les nouvelles cartes. Donc c'est assez original, ça fonctionne pas mal, les personnages, je vous dis, ont des pouvoirs vraiment assez différents, assez asymétriques, et ça a l'air vraiment intéressant. Donc ce jeu-là, je vais le suivre de près, et il y a de fortes chances que je l'achète à sa sortie. Ensuite, on a pu tester King Trick Trackers. Donc ce jeu-là, je le possède déjà en version japonaise, et je n'y avais jamais joué, donc j'ai profité du salon pour jouer à la version qui devrait sortir en France dans pas trop longtemps, au mois d'avril je crois, qui pour le coup a des illustrations complètement différentes. Donc ils ont changé complètement le design des cartes, et je saurais pas dire quel design je préfère entre la version japonaise et la version française. Je trouve les deux plutôt sympas, et malgré tout très différents, donc je vous laisserai juger et voir ce que vous préférez. Et du coup j'ai pu tester le jeu, et c'est un jeu de pli tout à fait original et tout à fait complexe. C'est le jeu de pli, je crois, avec les règles les plus compliquées que j'ai pu tester jusqu'à ce jour. Mais du coup, ça rend le jeu très intéressant, parce que vous allez avoir énormément de façons de marquer des points grâce à ce jeu. Alors je vais pas rentrer dans les détails là tout de suite, mais je vais faire l'explication de règles très prochainement avec la version que je possède. En tout cas, voilà, c'est un jeu que j'ai vraiment trouvé intéressant dans son genre, sachant que les jeux de pli, il y en a énormément sur le marché et que je commence à saturer un petit peu. Celui-là, il m'a donné envie de voir un petit peu plus loin et de refaire quelques parties. Donc je vous le présente rapidement sur la chaîne prochainement. Et on arrive enfin dans le top 3 des jeux que j'ai le plus apprécié pour ce festival du jeu de Cannes 2025, avec le jeu Astérix et compagnie.
J'en attendais pas grand-chose au départ, parce que déjà je me méfie pas mal des jeux à licence, et au final c'est une très bonne surprise. Donc déjà si vous êtes fan de la BD, ou même que vous aimez ça, ou que vous êtes nostalgique de cet univers, sachez que le thème est super bien retranscrit, on retrouve vraiment tous les personnages, on retrouve même tous les albums de la BD, puisque ce sont des sortes de cartes objectifs qu'il va falloir gagner. Et même thématiquement, ça fonctionne très bien, donc vous allez avoir par exemple... l'album d'Astérix aux Jeux Olympiques, c'est un album sur lequel vous allez devoir vous affronter, sur lequel vous pourrez pas utiliser de potions magiques. C'est plutôt thématique si vous connaissez l'album. Et chaque album a été pensé pour reprendre une petite règle comme ça et interagir sur le jeu de façon assez maligne. C'est un jeu d'affrontement, donc multijoueur, hein, ça se joue je crois de 2 à 5, assez méchant, donc vous allez avoir sans doute des gens qui vont un petit peu râler quand vous allez jouer autour de la table, parce qu'il va falloir s'agresser un petit peu. Le principe c'est qu'il va falloir essayer de remporter, je vous dis, des albums, qui vont chacun avoir des petites conditions, donc un côté gaulois et un côté romain déjà. Dans le jeu, vous allez avoir tout un deck de cartes avec des cartes rouges qui sont les Romains, les cartes bleues qui sont les Gaulois, et des cartes violettes qui, elles, sont des personnages neutres qui peuvent se jouer en tant que Romains ou Gaulois. Et le principe, c'est qu'il va falloir essayer d'atteindre ou dépasser une valeur de combat de 15 sur chaque album pour pouvoir remporter cet album, en sachant que chaque album vaut 15 points, et le but du jeu, c'est d'arriver ou de dépasser 50 points en fin de partie. Vous avez d'autres moyens de gagner des points en gagnant des casques de légionnaires ou de centurions. Et ensuite, vous avez tout un tas de petits pouvoirs spéciaux, donc les jetons de potions magiques, les jetons de sanglier, les jetons de poisson pour aller taper sur les personnages adverses. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, parce que c'est compliqué à expliquer avec de simples images. Mais celui-là, clairement, je pense que je l'achèterai, surtout qu'il est pas cher du tout, je crois, de ce que j'ai pu voir. Et vraiment, j'ai trouvé ça plutôt sympathique et rigolo. Donc Astérix et compagnie, si vous êtes fan de la BD, jetez-vous dessus. Et si vous aimez pas la BD, testez quand même, parce que c'est vraiment pas mal. En deuxième position de mon classement, j'ai choisi le jeu Présage, qui a été une très bonne surprise aussi. Donc encore un jeu de défausse, qui est décidément très à la mode. Mais un jeu de défausse qui va se jouer en équipe. Donc équipe de 2 ou de 3 en fonction du nombre de joueurs. Donc ça se joue de 4 à 6. Les règles sont vraiment très simples. Dans le jeu, il y a uniquement des cartes donc numérotées de 1 à 35. Et la petite particularité, c'est que chacune de ces cartes a un petit pouvoir différent qui va permettre de défausser les cartes plus ou moins facilement. Le but du jeu, ça va être de réussir à avoir un joueur de son équipe à n'avoir plus qu'une seule carte en main pour gagner une manche. Et dès qu'une équipe a gagné 2 manches, elle remporte la partie tout simplement. Je rentre pas plus dans les détails parce que j'ai déjà fait l'explication de règles sur la chaîne, mais je vous invite vraiment à aller voir si vous aimez les jeux de cartes et les jeux de défausse. Celui-là est vraiment très cool. Et enfin, la meilleure surprise de ce salon pour moi, ça a été le jeu Eternal Dex. Donc c'est un jeu que j'ai repéré déjà il y a quelques temps, qui est d'ailleurs du même auteur que King Trick Takers, donc Hiroken. Un jeu de cartes coopératif, donc ça partait pas gagnant puisque je suis pas très fan de jeux coopératifs à la base, mais celui-là est vraiment intéressant. Donc je vais essayer de vous le pitcher, c'est assez particulier. Donc déjà, le gros point fort du jeu, c'est l'originalité, clairement, que ce soit en termes de visuel ou en termes de mécanique de jeu, c'est vraiment du jamais vu, je trouve. C'est un jeu qui va se composer de 6 modes de jeu, on va dire de 6 modules différents. Donc là, à Cannes, on a testé que vraiment le premier module, la première mission. Mais chaque module apparemment rajoute des règles et des contraintes qui changent assez drastiquement le jeu. Donc ça, c'est déjà plutôt cool en termes de rejouabilité, sachant que déjà, le niveau 1 qu'on a pu faire se suffit à lui-même. Il est déjà suffisamment intéressant pour rejouer énormément de parties. Donc déjà en termes de variabilité, de possibilités, ça a l'air assez fou. Le principe, en quelques mots, c'est que chaque joueur va commencer avec un deck de cartes bien spécifique, avec une couleur bien spécifique. Donc il y aura le joueur avec les cartes rouges, le joueur avec les cartes jaunes, le joueur avec les cartes bleues par exemple. Ces cartes seront numérotées de 1 à 5, je crois, en début de partie. On va piocher chacun 3 cartes de ce deck. Et on va jouer à tour de rôle sur un grand plateau principal sur lequel on va avoir 3 lignes qui vont avoir des contraintes de pose différentes. Donc nous, par exemple, quand on a joué, ces contraintes, elles peuvent être différentes d'une partie à l'autre d'ailleurs. Nous, on avait une ligne sur laquelle il fallait mettre les cartes par ordre croissant, une seconde ligne où il fallait les cartes par ordre décroissant, et une troisième ligne où on pouvait jouer n'importe comment, en sachant qu'il y avait une règle de base, c'est qu'on ne pouvait pas avoir 2 couleurs de cartes côte à côte, et 2 valeurs de cartes côte à côte sur la dernière ligne où on peut jouer ce qu'on veut. Sur ces lignes, au bout de ces lignes,
il y a des decks qui ont été placés, qui correspondent à des sortes d'entités, donc des créatures. Le but du jeu, c'est quand on va remplir une ligne, on va pouvoir débloquer un de ces decks, et le joueur qui aura fini de remplir la ligne va pouvoir récupérer les cartes de ce deck pour venir alimenter son propre deck de cartes, en sachant que le fait de ne plus avoir de cartes dans son deck et de devoir en piocher une est une condition de fin de partie. Donc il y a ce principe de survie où il faut toujours essayer de faire en sorte que les joueurs récupèrent de nouvelles cartes, parce que chaque carte jouée est une carte qui sera défaussée définitivement. Donc d'où le nom du jeu, Eternal Decks, il faut vraiment essayer de faire tenir son deck le plus longtemps possible. Ça, c'est une première chose. Et ces sortes d'entités qu'on va débloquer, donc elles nous débloquent des cartes, ça c'est cool, mais elles vont venir ensuite sur le plateau rajouter une contrainte de pause. Et ces contraintes, elles sont indiquées clairement en début de partie, donc il faudra bien les choisir. Ça peut être ne plus avoir la possibilité de jouer de cartes vertes, par exemple, ou ne plus avoir la possibilité de jouer des 8, ce genre de choses qui va venir nous embêter. Et on va pouvoir réussir à contrer ça en jouant des cartes différemment, cette fois sur une quatrième ligne, qui, elle, va nous permettre de débloquer des petits rubis qui vont bloquer les contraintes des entités. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, c'est compliqué à expliquer, surtout avec une photo sous les yeux. Mais je vous dis, celui-là, j'y reviendrai plus précisément. Donc on va pouvoir jouer des combinaisons de cartes, donc soit plusieurs cartes de la même couleur, plusieurs cartes de la même valeur, et ça permet de débloquer ces petits diamants qui bloquent les capacités des entités qu'on va débloquer précédemment. Le but du jeu pour gagner, en tout cas pour cette première mission, c'était de débloquer des petits cristaux qui peuvent se débloquer de différentes façons. Vous avez un cristal qui va se débloquer dès que vous aurez réussi à bloquer la contrainte de 3 entités, par exemple. Là, vous gagnez un cristal. Vous avez dans chaque deck d'entités des cartes particulières, et sur la première ligne, ces cartes particulières sont des cartes que vous devez jouer sur une autre ligne du jeu. Dès que vous arrivez à jouer les 3, vous débloquez encore un nouveau cristal. Et ces cristaux, pour gagner la partie, il faut en débloquer 4. Et au total, je crois qu'il y en a 6 possibles dans le jeu. Quoi vous dire d'autre? Il y a des possibilités aussi avec un principe de petit cœur de se faire passer des cartes entre joueurs. Donc on peut cramer un cœur pour donner une carte à un joueur, ce qui permet souvent de se débloquer de situations un peu compliquées. Vous avez des cartes joker aussi à débloquer sur la dernière ligne, celle où vous jouez justement les cartes pour débloquer les petits diamants. Le joueur qui remplit la carte une première fois gagne un joker qui peut être joué comme n'importe quelle carte, donc ça c'est plutôt cool. Des jokers en début de partie, il y en a 3. Et par contre, si vous re-remplissez la ligne après que les 3 jokers aient été joués, c'est aussi une condition de fin de partie. Donc je vais pas aller plus loin parce que je suis pas sûr d'être très compréhensible au niveau de cette explication de règles, mais sachez que voilà, c'est un jeu qui est vraiment super original, ultra modulable. Donc je vous dis là, je vous ai expliqué juste, on va dire la mission 1 du jeu, et il y en a 5 autres qui ont des règles certainement un petit peu différentes, même si la mécanique, je pense, de base reste la même. Et c'est un jeu, voilà, avec des illustrations vraiment très spéciales, un principe très original, qui je pense va beaucoup faire parler de lui. Il existe déjà du coup en japonais et en anglais, et je crois que le jeu de base, il se joue de 2 à 5, et pour la version française qui doit sortir en fin d'année, je crois, vers octobre, ils vont rajouter un mode solo. Donc voilà, un jeu que j'attends avec impatience désormais. Et c'est tout pour les jeux que j'ai pu tester au Festival de jeux de Cannes de 2025. Bon, beaucoup de jeux assez faciles à expliquer et à jouer, parce que clairement je vais pas vers les gros jeux experts pendant ces salons, c'est pas idéal je trouve, en sachant que des jeux experts en plus il y en avait pas beaucoup, mais malgré tout voilà, je garde un œil sur Tesoros, qui a l'air vraiment très sympa. Je vous remets les images que vous voyez un petit peu le matériel. Et là, j'attends avec impatience les jeux que j'ai pas pu tester sur le salon, mais que je suis sûr d'acheter, notamment Zenith, qui a l'air génial, Popcorn, qui arrive très bientôt, Andromeda's Edge. Donc voilà, tous ces jeux-là, j'en reparlerai très rapidement sur la chaîne, et les jeux dont je viens de vous parler, certainement aussi. Bon jeu!